Les artères coronaires. Nous allons décrire les deux artères coronaires, droite et gauche, sur ces trois schémas de vue antérieure, de vue postérieure et de vue supérieure du cœur. Commençons par l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite, comme l'artère coronaire gauche, est une artère de type terminal. C'est-à-dire que s'il se produit une obstruction, eh bien, cela va entraîner une ischémie, puis un infarctus du myocarde, qui est l'une des principales causes de mortalité dans les pays industrialisés. Les artères coronaires se remplissent pendant la diastole, nous l'avons vu au moment de la description des ostiomes aortiques et pulmonaires. L'artère coronaire droite naît du flanc antéro-droit de la portion initiale de l'aorte ascendante au niveau du sinus aortique ou de Valsalva antéro-droit. Elle présente un premier segment qui est très court, qui l'amène de son origine au sillon coronaire droit, puis elle va se prolonger par un segment vertical, le deuxième segment, dans le sillon coronaire droit, entre l'atrium et le ventricule droit. On voit en transparent sur cette vue antérieure le premier segment de l'artère coronaire, puis le deuxième segment vertical dans le sillon atrio-ventriculaire droit. L'artère coronaire se poursuit ensuite à la face inférieure du cœur et nous la retrouvons ici dans son troisième segment qui va se poursuivre jusqu'à la croix des sillons. Ces trois segments sont séparés par deux coudes, l'un supérieur entre le premier et le deuxième segment et l'un inférieur entre le deuxième et le troisième segment. Comme nous le verrons plus tard, la coronarographie qui opacifie les artères coronaires afin de détecter une éventuelle obstruction permet de mettre en évidence cet aspect caractéristique en cadre avec le premier coude et le deuxième coude qui sépare donc le deuxième segment du troisième segment de l'artère coronaire droite à la face inférieure du cœur. Donc cette partie-là correspond à ce que nous avons sur le schéma ici. Ce deuxième segment est celui que nous avons ici, ou ici, et ce troisième segment est à la partie inférieure du cœur. Vous avez ici une dissection du cœur qui montre une vue latérale avec l'aorte thoracique, la veine cave supérieure, se jetant dans l'atrium droit, avec ici le départ de l'auricule droit. On voit cette artère coronaire qui est donc la première artère de l'aorte qui vient rejoindre le sillon atrio-ventriculaire droit, donc entre l'atrium et le ventricule en avant. Entre parenthèses, on peut voir ici, comme nous l'avons vu à l'équation du péricarde, l'entrée du sinus transverse du péricarde. Vous reconnaissez ici le tronc de l'artère pulmonaire. Donc le sinus transverse sépare le pôle artériel du pôle veineux en arrière. Alors regardons maintenant un peu plus en détail ces deux schémas du haut afin de décrire les branches collatérales de l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite va donner grossièrement des branches ascendantes pour l'atrium et des branches descendantes pour le ventricule. Parmi les branches ascendantes, atriales, la première est la plus importante. C'est l'artère atriale droite supérieure. Elle va vasculariser le nœud sino-atrial, qui est le véritable pacemaker du cœur, que nous décrirons à l'occasion de l'innervation. Les autres branches atriales sont variables. On décrit néanmoins assez fréquemment une artère atriale du bord droit. Les branches descendantes sont à destinée du ventricule droit. Elles se dirigent vers le sillon interventriculaire antérieur sans jamais l'atteindre. La première vascularise l'infundibulum pulmonaire, c'est l'artère du cône artériel ou l'artère du conus. Les autres artères sont en nombre variable, mais on décrit de manière constante une artère du bord droit qui longe le bord droit du cœur. Nous retrouvons le troisième segment de l'artère coronaire qui va donner ses deux branches terminales, le tronc rétro-ventriculaire gauche inférieur qui va vasculariser le ventricule gauche, bien sûr aussi une partie de l'atrium gauche, et la deuxième branche terminale qui est l'artère interventriculaire inférieure, se poursuivant plus ou moins loin jusqu'à l'apex du cœur et qui va venir à l'encontre de l'artère interventriculaire antérieure, branche de l'artère coronaire gauche. Encore une fois, cette vascularisation est de type terminal, c'est-à-dire que s'il y a une obstruction
brutale de cette artère interventriculaire inférieure ou postérieure, eh bien, il n'y aura pas de compensation par l'artère ventriculaire antérieure, et donc la zone vascularisée sera ischémiée et va nécroser. Le tronc rétroventriculaire gauche inférieur est profond à partir de la croix des sillons. Il va donner donc des branches pour le ventricule gauche, dont la vascularisation est partagée par l'artère circonflexe, branche de l'artère coronaire gauche, que nous décrirons plus tard. Il y a donc un équilibre entre ces deux artères pour vasculariser le ventricule gauche. Il donne aussi une artère septale qui va aller vasculariser le nœud atrio-ventriculaire, élément important du système cardio-necteur. On reconnaît d'ailleurs ici le nœud sino-atrial vascularisé par l'artère atriale droite supérieure. L'artère interventriculaire inférieure va donner des branches pour le ventricule gauche, pour le ventricule droit, et vous voyez ici des branches en transparence qui vont remonter dans le septum interventriculaire pour le vasculariser, de même que les branches du système cardio-necteur passant à cet endroit. L'artère coronaire gauche. Cette artère naît du flanc antéro-latéral gauche de l'aorte ascendante au niveau du sinus de Valsalva ou sinus coronaire antéro-gauche. On peut donc dire que les deux sinus coronaires ou sinus de Valsalva antérieur gauche, antérieur droit sont coronaires et le sinus postérieur est non coronaire. L'artère coronaire gauche est beaucoup plus courte que l'artère coronaire droite. En effet, après sa naissance, elle va cheminer en arrière du tronc de l'artère pulmonaire, en dessous de l'auricule gauche, et va rapidement se diviser en ces deux branches terminales, l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure ou IVA. Ces deux artères délimitent un triangle avasculaire qui va être marqué aussi par la présence de la grande veine coronaire, non représentée sur ce schéma, mais qui vient rejoindre ici l'artère circonflexe après avoir croisé l'interventriculaire antérieur. Alors l'artère circonflexe est un peu l'équivalent du segment 2 de l'artère coronaire droite. Elle va cheminer dans le sillon atrio-ventriculaire gauche ou sillon coronaire gauche et elle va donner des artères collatérales ascendantes pour l'atrium gauche et des artères descendantes ou artères marginales pour le ventricule gauche. Parmi les artères atriales gauche, l'une est importante, c'est l'artère atriale gauche supérieure principale qui peut être assez longue et parfois les vasculariser jusqu'au nœud sino-atrial. Une artère est assez constante, c'est l'artère atriale du bord gauche, aussi branche de l'artère circonflexe. Enfin, il existe une à deux artères marginales qui vont vasculariser la partie du ventricule gauche qui n'est pas vascularisée par le tronc rétroventriculaire gauche. À noter, et nous le verrons tout à l'heure, que l'artère coronaire droite est le plus souvent dominante sur l'artère coronaire gauche. C'est ce qui est représenté sur ce schéma, où on voit bien que l'artère coronaire droite a un territoire qui s'étend au-delà des cavités droites, puisqu'elle vascularise une partie des cavités gauches. C'est la dominance cardiaque droite. Mais la dominance peut être aussi du côté gauche, ce qui est plus rare, et qui va amener l'artère circonflexe à se poursuivre jusqu'à la croix des sillons, et donc prendre le relais du tronc rétroventriculaire gauche, et parfois même donner l'interventriculaire inférieur. Nous reviendrons sur cette dominance cardiaque. Mais retenez que dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans environ 60% des cas, eh bien, nous avons un équilibre entre la circonflexe et le tronc rétroventriculaire gauche pour vasculariser le ventricule gauche. Et l'atrium gauche aussi, d'autre part. Pour décrire l'artère interventriculaire antérieure, il faut prendre cette vue antérieure et cette vue supérieure. Elle naît en arrière du tronc de l'artère pulmonaire, qu'elle va contourner par la gauche pour atteindre le sillon interventriculaire antérieur, puis elle va contourner l'apex et se terminer dans le sillon interventriculaire postérieur, plus ou moins loin, encore une fois, en fonction de la dominance cardiaque. L'artère interventriculaire antérieure donne des branches droites, courtes et fines, qui vont vasculariser la portion du ventricule droit qui n'est pas vascularisée par les artères naissant de la coronaire droite. Nous avons donc une zone ici dont la vascularisation peut provenir des deux artères. Elle donne des artères qui vont plonger dans l'épaisseur du septum interventriculaire, dont nous avons dessiné ici les origines. On note que la deuxième artère septale
est en général plus volumineuse et elle va cheminer dans le trabécule septomarginal pour se terminer dans le muscle papillaire antérieur et ainsi vasculariser le faisceau atrioventriculaire du système cardio-necteur. Enfin, l'artère interventriculaire antérieure donne des branches volumineuses pour la face antérieure du ventricule gauche. On les appelle les artères diagonales, elles sont au nombre de 2 à 4. La première est souvent plus volumineuse et peut naître d'ailleurs de la bifurcation de l'artère coronaire gauche. On l'appelle alors l'artère bissectrice ou artère diagono-marginale. L'artère interventriculaire antérieure est croisée par la grande veine coronaire que nous décrirons plus tard, qui, après avoir croisé l'artère interventriculaire antérieure, vient rejoindre l'artère circonflexe dans le sillon coronaire gauche, puis passe au-dessus de la croix des sillons avant de se terminer dans l'atrium droit. Alors vous voyez ici une vue d'un cœur prélevé. Le sillon interventriculaire antérieur est ici représenté. On voit d'ailleurs l'auricule gauche, l'auricule droit. On devine l'interventriculaire antérieur qui va donner ses branches diagonales pour le ventricule gauche, avec ici l'apex du cœur, et des branches destinées au ventricule droit, qui vont venir à l'encontre de branches naissant de l'arc coronaire droite. On reconnaît ici le sillon profond atrioventriculaire droit, coronaire droit, et l'auricule droit. Ceci est un ventricule droit. On reconnaît le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte ascendante qui a été ici sectionnée. Alors enfin, on peut voir sur cette coronarographie, avec une incidence oblique antérieure gauche, l'artère interventriculaire antérieure qui vient ici contourner l'apex du cœur pour se poursuivre à sa face inférieure, l'artère circonflexe qui va donner ses artères marginales, dont une volumineuse est ici présente et qui longe probablement le bord gauche du cœur. On reconnaît aussi les artères septales qui plongent dans l'épaisseur du septum interventriculaire et qui vont former avec l'interventriculaire antérieur une image ressemblant à celle d'un peigne. On parle de peigne septal pour décrire ces artères septales. Sur cette image, l'avant est de ce côté, l'arrière est ici, et donc on a une vue de profil du cœur avec opacification de l'artère coronaire. Alors voici des exercices classiques permettant de vérifier votre compréhension tridimensionnelle de l'anatomie des artères coronaires. Vous avez ici une coupe transversale du cœur et une coupe perpendiculaire à l'axe du cœur, montrant le ventricule gauche et le ventricule droit. Essayez de trouver le nom des artères fléchées. Alors on peut explorer les artères coronaires par une coronarographie qui consiste à remonter un cathéter dans l'aorte à contre-courant jusqu'à son origine et de là insérer le cathéter dans l'une des deux artères coronaires pour y injecter du produit de contraste et permettre de voir l'artère coronaire dans sa globalité. On peut se placer à droite du cœur et avoir ainsi une incidence oblique antérieure droite, ou à gauche pour avoir une incidence oblique antérieure gauche. Et la caméra peut se déplacer d'un sens caudal à un sens crânial. Alors, lorsque l'on a une incidence oblique antérieure droite, vous voyez qu'on va être à peu près perpendiculaire au plan de l'artère coronaire gauche et de l'IVA. C'est ce qui nous permet d'avoir cette image ici où l'IVA va être complètement déroulé. En oblique antérieure gauche, vous voyez qu'on va être à peu près perpendiculaire au plan du cadre formé par l'artère coronaire droite. C'est ce que l'on observe ici avec cette image en cadre montrant les trois segments de l'artère coronaire. La dominance cardiaque est une notion importante à connaître et dépend de la balance entre les territoires vascularisés par l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Dans la plupart des cas, c'est-à-dire environ 60% de la population, c'est le réseau coronaire droit qui est dominant, avec une artère coronaire droite qui va donner naissance, comme montré sur le schéma précédemment, en une artère interventriculaire postérieure ou inférieure et un tronc rétroventriculaire gauche. Dans 20% des cas, le réseau avec dominance gauche, et dans ce cas-là, l'artère circonflexe va donner les artères interventriculaires postérieures et va vasculariser le territoire
qui est habituellement réservé au tronc rétroventriculaire gauche. Dans les 20% restants, le réseau est dit coronaire équilibré, avec une artère coronaire droite qui va donner l'interventriculaire postérieur et la circonflexe qui va donner le tronc rétroventriculaire gauche. Nous allons maintenant voir la vascularisation veineuse du cœur. Cette vascularisation est composée de 3 systèmes. Premièrement, le sinus coronaire, qui s'abouche dans l'atrium droit et qui va drainer la quasi-totalité du sang veineux du cœur. Cette veine fait environ 3 cm de long et 12 mm de large. Elle est dans le sillon atrio-ventriculaire gauche inférieur. D'un point de vue embryologique, le sinus coronaire correspond au segment terminal de la veine cave supérieure gauche, dont la partie proximale s'atrophie au cours du développement et qui va laisser un résidu sous la forme d'une veine oblique de Marshall en regard des faces latérales de l'atrium gauche. Ce sinus coronaire reçoit d'une part la veine interventriculaire inférieure qui surcroise superficiellement le tronc rétroventriculaire gauche, la petite veine du cœur dans le sillon coronaire droit inférieur, quelques veines latérales et inférieures, et surtout la grande veine du cœur, ou grande veine coronaire, qui naît de l'apex du cœur, vient surcroiser l'artère interventriculaire antérieure, puis va s'infléchir à angle droit pour rejoindre le sillon atrio-ventriculaire gauche. On voit qu'elle délimite ainsi un triangle avasculaire avec, comme nous l'avons dit, l'interventriculaire antérieur et l'artère circonflexe. La grande veine du cœur se poursuit avec le sinus coronaire. Le deuxième système est constitué de petites veines ventriculaires droites antérieures qui se jettent directement dans l'atrium droit après être passées au-dessus ou en dessous de l'artère coronaire droite. Enfin, il existe quelques petites veines nommées les veines minimes du cœur qui sont des veines de la paroi cardiaque se jetant directement dans les cavités cardiaques. Alors nous allons maintenant voir les coupes du cœur qui vont nous permettre de réviser les principales notions vues précédemment. Nous avons ici 2 coupes transversales et la coupe IRM correspondante, et ici une coupe passant par le petit axe du cœur que nous allons définir. Alors pour commencer, regardons cette coupe passant par la 8e vertèbre thoracique et montrant la masse cardiaque située dans le médiastin. Le cœur occupe en effet la majeure partie du médiastin moyen. En arrière se trouve le médiastin postérieur avec l'ésophage, la veine azygos, le conduit thoracique et l'aorte thoracique descendante. En avant du cœur, cette zone étroite entre le sternum et le cœur en arrière, qui contient principalement le thymus et qui est le médiastin antérieur. Le médiastin est donc cette zone située entre les 2 poumons et qui contient en plus de la masse cardiaque les grands vaisseaux qui vont et viennent au cœur, ainsi que des conduits comme l'ésophage, traversant la région cervicale, thoracique et abdominale. On voit que le cœur est entouré de péricarde, avec le sinus oblique du péricarde, en arrière de l'atrium gauche. En arrière se trouve l'ésophage. Encore une fois, on voit que par l'intermédiaire de l'ésophage, on peut explorer les cavités cardiaques à l'aide d'une sonde d'échographie. Ce schéma représente une coupe scanner, par conséquent la droite est de ce côté et la gauche ici, et l'on reconnaît les différents sillons coronaires dans lesquels cheminent les artères correspondantes. Pour dessiner cette coupe, on prend comme repère une ligne allant du bord antérieur de la vertèbre T8 jusqu'à l'origine du pédicule. Cette ligne va être reportée 2 fois latéralement et 3 fois vers l'avant. Le milieu de cette 3e barre représente le bord antérieur du sternum. Et on peut ainsi dessiner la masse cardiaque dont vous voyez l'axe est globalement vers la gauche et vers le bas. Aux extrémités de ces repères, on représente la plèvre pariétale. Alors pour décrire le cœur, nous allons prendre ce schéma un peu plus détaillé. Pour le dessiner simplement, on représente un carré avec des lignes qui vont s'entrecroiser. On a ainsi représenté l'axe, ou le grand axe, ou le long axe du cœur qui passe par le septum interventriculaire. On voit que le bord droit du cœur frôle le bord du carré dessiné. On le retrouve ici
Et à cette extrémité supérieure gauche, eh bien, on peut dessiner le sillon interventriculaire antérieur. Et donc l'apex est la masse du muscle ventriculaire gauche, qui est beaucoup plus épaisse et décalée en dehors du carré. Alors, on reconnaît l'atrium droit, avec en pointillé ici la zone de projection de l'arrivée des veines caves inférieures et supérieures. Cette partie représente ce qu'on appelle le sinus des veines caves inférieures, avec des parois qui sont lisses. On reconnaît ici le septum interatrial, avec la fosse ovale. Un peu plus en dehors, c'est la face externe de l'atrium droit, avec les muscles pectinés. Alors le sinus des veines caves est la zone de l'atrium droit qui reçoit le sang veineux, et les muscles pectinés, en se contractant, vont éjecter le sang dans le ventricule droit. On voit ici les valves de l'orifice atrioventriculaire droit ou tricuspide s'insérant sur des anneaux tendineux ou fibreux. Du côté gauche, nous avons l'atrium gauche avec l'orifice mitral. La paroi du septum interatrial est fine comparativement à celle du septum interventriculaire. Regardons maintenant les deux ventricules, le ventricule droit avec un pilier antérieur et un pilier septal. Alors, ils ne sont pas exactement au même niveau, mais pour simplifier le schéma, nous avons représenté la plupart des piliers sur la même coupe, ce qui n'est bien évidemment pas le cas dans la réalité. Ces muscles papillaires vont donner des cordages qui vont s'insérer sur le bord libre ou sur la face ventriculaire, voire la base des cuspides de l'orifice atrioventriculaire. Du côté gauche, nous avons un muscle papillaire antérieur et un muscle papillaire postérieur ou postéro-inférieur, qui, encore une fois, pour des raisons de simplification, seront représentés au même niveau. Le septum interventriculaire séparant les deux ventricules présente deux parties. Une partie antérieure qui est massive et musculaire et une partie postérieure plus fine qui est membraneuse. C'est à proximité de ce septum que l'on va trouver le nœud atrioventriculaire. Une droite passant par le septum interventriculaire définit le long axe du cœur. On rappelle enfin la trajectoire du flux sanguin qui, après avoir été éjecté de l'atrium gauche, va aller dans la chambre de remplissage, puis lors de la systole ventriculaire, aller dans la chambre de chasse et être éjecté dans l'aorte ou dans le tronc pulmonaire. Vous voyez que cette chambre de chasse est située ici entre le septum interventriculaire et la cuspide septale de la valve mitrale. Alors, on définit le petit axe du cœur comme étant un axe perpendiculaire au long axe du cœur. Ce petit axe est intéressant pour évaluer les parois des ventricules. Nous avons ici une coupe passant par le petit axe du cœur, montrant le ventricule gauche aux parois épaisses et le ventricule droit aux parois plus fines. Donc on imagine que le plan de coupe passe par ce niveau et on reconnaît les différentes structures sur cette coupe IRM dynamique montrant les cavités ventriculaires à deux stades du cycle cardiaque. Vous voyez ici lorsque le muscle se contracte, c'est-à-dire pendant la systole, et pendant la diastole, lorsque les ventricules se remplissent. Alors ces deux coupes doivent être connues et vous voyez qu'elles correspondent bien aux images IRM que l'on peut obtenir avec par exemple ici le septum interventriculaire et sa paroi antérieure épaisse et sa paroi postérieure plus fine, le septum interatrial et on imaginerait la fosse ovale à peu près à ce niveau-là. On reconnaît aussi facilement les sillons, par exemple le sillon atrioventriculaire droit ici et le sillon interventriculaire antérieur. On rappelle aussi qu'il existe un décalage entre la valve tricuspide et la valve mitrale, la valve tricuspide étant un peu plus apicale, c'est-à-dire un peu plus vers l'avant et la gauche, que la valve mitrale, si bien que ce décalage entraîne la possibilité d'une communication entre l'atrium droit et le ventricule gauche ici. Alors, sur cette séquence d'IRM dynamique, je vous demande de reconnaître l'ensemble des structures fléchées sur la coupe passant par la vertèbre TH8.
Voici une autre coupe passant par le petit axe du cœur que je vous demande de commenter. Nous allons maintenant voir l'innervation du cœur. Cette partie du cours est importante car c'est l'innervation du cœur qui régule la fréquence cardiaque en fonction de l'activité physique, en fonction de l'état émotionnel, mais c'est aussi à l'origine de troubles fonctionnels importants lorsque l'innervation est mal régulée, entraînant notamment la possibilité de troubles du rythme cardiaque. Pour comprendre l'innervation du cœur, il faut partir de la description générale du système végétatif. L'ensemble de ces schémas décrit l'organisation générale du système nerveux végétatif et nous allons nous intéresser aux principaux centres et principales voies de ce système. Le système nerveux végétatif régule la vie intérieure, c'est-à-dire qu'il innerve les viscères, dont il commande la motricité. Le fonctionnement des viscères se fait de manière inconsciente. Le système nerveux transmet aussi la sensibilité viscérale, donnant des sensations douloureuses, provoquées notamment par la distension des viscères. Il va réguler donc la fréquence cardiaque, la contraction ou la dilatation des pupilles, commander la fonction de l'arbre trachéobronchique, la motricité des viscères intra-abdominaux, des viscères sous-péritonéaux et des organes sexuels, notamment la fonction érectile. Le système nerveux végétatif innerve aussi des glandes endo- et exocrines et contrôle la vasomotricité, c'est-à-dire la dilatation ou la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Il agit par l'intermédiaire d'un contrôle sur les cellules musculaires lisses qui composent la paroi de ces organes. Les cellules musculaires lisses sont aussi présentes dans la paroi des vaisseaux sanguins, expliquant ainsi le rôle du système nerveux sur la vasomotricité. Globalement, le système nerveux végétatif est constitué de deux systèmes antagonistes. Un système sympathique, dont les centres sont principalement situés dans la moelle épinière, et des centres parasympathiques situés aux extrémités, dans le tronc cérébral et à la partie terminale de la moelle. Ces deux systèmes ont une action antagoniste sur chaque organe qu'ils innervent. Par exemple, le système sympathique accélère la fréquence cardiaque alors que le système parasympathique la diminue. Et tout déséquilibre va entraîner ce qu'on appelle des troubles neurovégétatifs, comme par exemple un malaise vagal. Il existe d'autre part des interactions très importantes entre le système nerveux végétatif et les nerfs cérébro-spinaux qui agissent sous la commande cérébrale, si bien que des phénomènes conscients peuvent s'accompagner de réactions végétatives, parfois exagérées. Par exemple, une émotion peut entraîner un rougissement de la face lié à une vasodilatation des artères. Alors nous allons décrire successivement les centres végétatifs et les voies végétatives. Il existe des centres cérébraux, principalement l'hypothalamus, qui est considéré comme un cerveau végétatif en relation avec de nombreuses aires cérébrales. Dans le tronc cérébral, en particulier dans la substance réticulée, se trouvent les noyaux étagés du système parasympathique crânien, en particulier le noyau cardio-pneumo-entérique, à l'origine du nerf vague, un nerf extrêmement long qui, vous voyez, va descendre jusque dans la cavité pelvienne et innerver successivement le cœur, les poumons, les viscères digestifs. Les centres sympathiques médulaires péri-épendymères sont divisés, comme nous allons le voir sur ce schéma, en une zone postérieure interoceptive et une zone antérieure viscéromotrice. En effet, si l'on considère la substance grise de la moelle épinière, avec la corne postérieure qui reçoit les influx extéroceptifs, puis les centres proprioceptifs, il existe autour du canal épindymaire une zone de substance grise qui correspond au centre végétatif sympathique. Alors, la partie postérieure de la substance grise de la moelle épinière reçoit les neurones sensitifs et la partie antérieure correspond à la zone où se trouvent les noyaux des neurones moteurs. Pour les viscères, c'est la zone viscéromotrice, et pour les muscles ou les articulations, ce sont les centres somatomoteurs. Donc ces centres sympathiques médulaires entourent le canal épindymaire depuis la vertèbre C1 jusqu'au cône terminal.
À noter qu'il existe une expansion latérale de la moelle végétative que l'on appelle la colonne intermédio-latérale. C'est donc une corne latérale de la substance grise qui s'étend de C8 à L2 et qui correspond à la zone de la moelle où il existe des rameaux communicants blancs que nous allons décrire tout de suite. Cette zone regroupe des centres sympathiques. Cette zone regroupe des centres sympathiques majeurs, dont les plus importants se projettent en regard de C8 à T2. Il s'agit notamment du centre cilio-spinal, qui va entraîner ou commander la dilatation de l'iris. À ce niveau se trouve aussi le centre accélérateur du cœur. Entre T3 et T5 se trouvent les centres pulmonaires, et entre T6 et L2 se trouvent les centres à l'origine des nerfs splanchniques abdominaux et pelviens. Enfin, entre C8 et L2 se trouvent les centres pilomoteurs, vasomoteurs et sudoripares. La moelle sacrée héberge le centre parasympathique pelvien. Il s'agit de colonnes en torsade se projetant sur le niveau de S2 à S4. Les fibres parasympathiques vont emprunter les racines sacrées, puis les nerfs érecteurs avant de se joindre au plexus pelvien. Concernant les voies végétatives, les fibres nerveuses végétatives sympathiques vont rejoindre les ganglions de la chaîne sympathique latéro-vertébrale. Ces fibres passent par les rameaux communicants blancs. Pour comprendre cette disposition, voici une coupe de vertèbres montrant la moelle épinière, la racine dorsale sensitive et la racine antérieure qui vont se rejoindre pour former le nerf spinal avec sa branche antérieure innervant les muscles striés et une branche postérieure pour les muscles du dos. Alors les fibres sympathiques vont emprunter le nerf spinal et rejoindre ce ganglion de la chaîne sympathique latéro-vertébrale, celle qui est schématisée ici, par le rameau communicant blanc. Il est blanc car les fibres sont ici myélinisées. Nous avons une vision ici tridimensionnelle de la même structure avec la moelle, la racine postérieure, la racine antérieure, le nerf spinal, et on va voir ici les différents trajets possibles des fibres sympathiques. Premièrement, une fibre sympathique, naissant donc de la zone viscéromotrice, va cheminer dans la racine antérieure du nerf spinal, puis dans le nerf spinal, et rejoindre la chaîne ganglionnaire latérovertébrale en passant par le rameau communicant blanc. Elle va traverser cette zone-là sans faire relais et se joindre à un nerf splanchnique dont la fonction est d'innerver les viscères, et on reconnaît ici tous les nerfs splanchniques qui naissent de cette chaîne ganglionnaire latérovertébrale pour aller se relayer dans un ganglion préviscéral avant d'aller innerver l'organe en question, par exemple ici le plexus pelvien, d'où vont partir les fibres nerveuses innervant les formations érectiles. Donc ces ganglions représentés ici sont en quelque sorte les ganglions préviscéraux à proximité des viscères, où cette fibre motrice végétative va faire relais avec un neurone postganglionnaire. Ces nerfs splanchniques, comme on le voit sur ce schéma, sont destinés aux viscères et aux glandes de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen et du pelvis. Certaines de ces fibres, prenons par exemple celle-ci, vont suivre le même chemin jusqu'au rameau communicant blanc, mais elles ne vont pas se poursuivre par les nerfs splanchniques, elles vont se relayer dans l'un des ganglions de la chaîne sympathique latérovertébrale avec un deuxième neurone qui va revenir dans le nerf spinal par cette fois-ci un rameau communicant gris car ce deuxième neurone n'est pas myélinisé, et il va ensuite se poursuivre dans le nerf spinal, et ce sont ces fibres nerveuses qui innervent les vaisseaux sanguins et les glandes sudoripares. Ces fibres nerveuses sont ainsi distribuées dans les régions somatiques du cœur. Elles donnent l'innervation notamment des artères, des membres, des parois et du tronc.
Cette chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale comprend 23 paires de ganglions, en moyenne, 3 cervicaux, 11 thoraciques, 4 lombaires, 4 sacraux et 1 coccygien. On voit une autre vision de la face latérale d'une colonne vertébrale, avec cette chaîne sympathique latéro-vertébrale, les branches antérieures des nerfs spinaux, d'où partent les rameaux communicants blancs, où reviennent les rameaux communicants gris, qui vont donc relier cette chaîne sympathique à la branche antérieure du nerf spinal en arrière. Le système parasympathique, comme nous l'avons dit, prend origine dans le tronc cérébral ou à l'extrémité de la moelle épinière. Dans le tronc cérébral, les nerfs crâniens, 3e, 7e, 9e et 10e paires crâniennes, vont donner des fibres nerveuses qui vont rejoindre directement les ganglions préviscéraux. Au niveau du renflement terminal, les fibres du noyau parasympathique, ici en rouge, passent par les racines du plexus sacré et rejoignent les ganglions hypogastriques avant de rejoindre les viscères pelviens et les organes génitaux. On voit donc que les fibres nerveuses parasympathiques empruntent des nerfs cérébrospinaux pour se joindre aux ganglions préviscéraux. Alors voyons maintenant un peu plus en détail l'organisation du système nerveux végétatif et en particulier des fibres motrices. Il s'agit d'un modèle à 2 neurones. Si l'on reprend ce schéma de l'organisation du système sympathique, eh bien, on voit que les neurones sympathiques naissant de la zone viscéromotrice vont emprunter la racine antérieure du nerf spinal, puis le nerf spinal, et se joindre à la chaîne latéro-vertébrale par le rameau communicant blanc, car ces neurones sont myélinisés. De là, le neurone peut poursuivre son chemin en passant par les nerfs splanchniques et faire le relais avec le deuxième neurone au niveau du ganglion préviscéral. De là, le deuxième neurone, qui est considéré comme le véritable neurone effecteur viscéral, eh bien, va venir innerver le viscère en question. Ce ganglion est donc très proche de l'organe qui l'innerve. Le premier neurone est donc un neurone connecteur. C'est le neurone préganglionnaire dont le corps est situé dans la moelle épinière. Le neuromédiateur entre le premier et le deuxième neurone sympathique est de l'acétylcholine et le dernier neuromédiateur est de la noradrénaline au niveau de l'organe qui l'innerve. Le deuxième trajet possible de ces fibres sympathiques est, une fois être passé par le rameau communicant blanc, de se relayer immédiatement dans la chaîne sympathique latéro-vertébrale avec son deuxième neurone qui, cette fois-ci, va revenir par le rameau communicant gris dans le nerf spinal. Ce nerf est non myélinisé, c'est la raison pour laquelle on a un rameau communicant gris et non blanc. Et de là, il va emprunter le nerf spinal et le suivre pour aller innerver les vaisseaux sanguins et les glandes sudoripares. Il donne donc la vasomotricité des membres et du tronc. Enfin, un troisième type de neurone connecteur peut emprunter le même chemin, mais une fois arrivé dans la chaîne sympathique latéro-vertébrale, se prolonger vers le haut ou vers le bas, vers les ganglions adjacents, de manière à se connecter avec des fibres sympathiques pour un dermatome différent. Concernant les fibres parasympathiques motrices, nous avons vu qu'elles empruntent les nerfs cérébrospinaux, c'est-à-dire les nerfs crâniens ou les racines antérieures du plexus sacré, avant de se joindre au ganglion préviscéral. Prenons l'exemple de l'innervation cardiaque, où on va pouvoir constater des fibres parasympathiques naissant du noyau cardio-pneumo-entérique, qui donne la 10e paire de nerfs crâniens. Ces fibres nerveuses vont entre autres se joindre au ganglion préviscéral du cœur, le plexus cardiaque que nous allons décrire tout à l'heure, avant de se relayer avec son deuxième neurone moteur qui va ensuite se ramifier, comme nous le verrons, vers les artères et les éléments du système cardionecteur. Concernant l'innervation sympathique, les centres sympathiques médulaires vont donner naissance à des fibres nerveuses connectrices qui vont aller rejoindre la chaîne sympathique latéro-vertébrale. On est dans ce cas de figure où les fibres nerveuses vont aller innerver le cœur ou les vaisseaux sanguins, et donc il va y avoir une connexion de cette fibre nerveuse avec le deuxième neurone
du système dans la chaîne sympathique latérovertébrale, c'est-à-dire ici, dans cette zone qui a été agrandie. Et de là, le deuxième neurone va aussi passer par le ganglion préviscéral, mais ne va pas faire une connexion, puisque nous avons déjà le neurone moteur, et après avoir transité par ce ganglion préviscéral, ou plexus cardiaque ici en l'occurrence, eh bien, va venir innerver le cœur. Alors voici résumé dans ce tableau les différentes actions du système végétatif, sympathique et parasympathique. Globalement, le système sympathique entraîne une accentuation du fonctionnement des organes, c'est-à-dire qu'il va entraîner une tachycardie au niveau du cœur, une augmentation de la pression artérielle, une augmentation des contractions du péristaltisme intestinal, une vasoconstriction périphérique, etc. Le système parasympathique a une action inverse. Au niveau du cœur, il va entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque. S'il existe un déséquilibre entre ces deux systèmes, eh bien, vous voyez ce qui peut se passer au niveau du cœur. Imaginons que l'action du système sympathique devient brutalement trop faible, ou bien l'action parasympathique s'accentue brutalement. Eh bien, cela peut entraîner un ralentissement brutal de la fréquence cardiaque. C'est ce qu'on appelle un malaise vagal, pouvant d'ailleurs aboutir à une perte de connaissance transitoire, voire une syncope. Chez ces patients, si vous prenez la tension artérielle, vous verrez qu'elle est nettement diminuée, de même que la fréquence cardiaque. Ce malaise vagal est donc en rapport avec une hyperactivité du nerf vagal ou dixième paire crânienne, hyperactivité relative par rapport à l'action du système sympathique. L'organisation du système nerveux sensitif végétatif est extrêmement important à comprendre car il explique un grand nombre de signes cliniques associés aux pathologies des viscères. Les dendrites des fibres nerveuses sensitives, ici représentées en bleu, reçoivent leur influx d'un récepteur situé sur la paroi de l'organe, puis ce dendrite emprunte les nerfs splanchniques. Il va ensuite pénétrer dans le nerf spinal, puis sa racine dorsale, où se trouve son noyau, formant ce qu'on appelle une cellule en T. Le neurone va ensuite se poursuivre par son axone qui va se terminer dans la zone viscérosensible de la moelle épinière. Chaque nerf spinal est responsable d'un dermatome, faisant référence à la vertèbre lui donnant son origine apparente. Un dermatome correspond à un territoire moteur et sensitif dont nous avons conscience. Ces deux schémas montrent les dermatomes sensitifs, c'est-à-dire les territoires sensitifs correspondant à chaque vertèbre. Nous avons ici, par exemple, la bande cutanée T4, correspondant au territoire innervé par le quatrième nerf spinal et passant habituellement par les mamelons, T10 passant par l'ombilic. Il s'agit donc de territoires sensitifs cutanés. Alors, il faut comprendre que dans le ganglion spinal, mais aussi dans la moelle épinière, ce neurone sensitif végétatif, innervant donc par exemple ce viscère digestif, va s'articuler avec ces voies nerveuses sensitives cérébrospinales, et il y a donc à ce niveau central des points de convergence entre la sensibilité végétative et la sensibilité cutanée, c'est-à-dire que les deux sensibilités, celle de la peau, dont nous avons conscience, et les voies sensitives végétatives, vont interagir l'une avec l'autre et être à l'origine de ce qu'on appelle les douleurs projetées. Ceci explique qu'une douleur viscérale puisse être référée à un dermatome. Alors, prenons un schéma équivalent, cette fois-ci très simplifié, où on voit notre même viscère qui, imaginons-le, est à l'origine d'une distension anormale. Eh bien, cette distension va être transmise par cette fibre nerveuse végétative sensitive, celle que nous avons dessinée ici, et va se connecter à un neurone viscéromoteur passant par le nerf splanchnique et qui va entraîner une contraction réflexe de ce viscère. Nous avons là une sorte de réflexe végétatif. Mais cette fibre nerveuse sensitive va aussi se connecter avec le système cérébrospinal et va notamment se connecter avec des neurones qui innervent la peau, des neurones sensitifs et des neurones moteurs, ce qui fait que on peut avoir une modification de l'aspect cutané en regard de ce viscère et au niveau d'un dermatome ou une zone de dermatome. Ces fibres vont aussi être connectées avec
des neurones moteurs qui, par exemple, innervent les muscles striés de la paroi abdominale, expliquant qu'on puisse avoir une contracture des muscles de l'abdomen lorsqu'il existe une pathologie d'un organe profond. Alors, ces neurones vont aussi se connecter avec des fibres nerveuses issues d'autres dermatomes, si bien que la zone douloureuse ressentie lorsque cet organe est pathologique peut s'étaler ou être ressentie dans plusieurs dermatomes. C'est la raison pour laquelle les douleurs liées à un viscère du tronc sont parfois très diffuses, peu précises, à l'origine de difficultés diagnostiques. Alors, prenons comme exemple les douleurs liées à une pathologie cardiaque, par exemple un infarctus du myocarde. Eh bien, ces douleurs vont s'exprimer dans le territoire des dermatomes allant de C8 à T8. Donc vous voyez avec un territoire assez large et du côté gauche, si bien qu'une douleur cardiaque peut être ressentie dans la poitrine, mais aussi dans l'épaule gauche et aussi dans le bras gauche, notamment à sa partie médiale. Sur ce schéma sont représentés les dermatomes dans lesquels peuvent s'exprimer des douleurs naissant au niveau du diaphragme et des poumons, c'est-à-dire principalement C3, C4, au niveau du cœur, de la vésicule biliaire et des autres organes. Vous voyez par exemple que les reins et les uretères, lorsqu'ils sont pathologiques, si par exemple une colique néphrétique se produit, eh bien, on va avoir une douleur qui peut naître de la région dorsale et se poursuivre en avant jusqu'à la racine des cuisses. Il s'agit donc de douleurs projetées. Une douleur d'une appendicite va se projeter dans cette zone avec parfois une contracture musculaire associée à ces dermatomes. Alors, nous allons maintenant voir l'innervation cardiaque proprement dite. Cette innervation est fondamentale à comprendre car elle constitue en quelque sorte le chef d'orchestre des battements cardiaques. On distingue une innervation intrinsèque du cœur et une innervation extrinsèque constituée des fibres sympathiques et parasympathiques qui vont réguler l'activation du système intrinsèque. L'innervation intrinsèque est constituée par le système cardionecteur ou tissu nodal. Il s'agit de tissu cardiaque qui donne naissance et conduit les impulsions électriques, engendrant la contraction myocardique sous forme d'une dépolarisation automatique et rythmique. Le tissu nodal coordonne les contractions des différentes cavités cardiaques. En effet, la contraction des 4 cavités cardiaques doit être parfaitement coordonnée, puisque la première contraction va amener le sang dans le ventricule, puis la contraction du ventricule va envoyer le sang dans la petite circulation ou la circulation systémique. Le tissu cardionectaire est représenté en jaune sur ces différents schémas que nous allons décrire. Il est constitué de formations en amas, le nœud sino-atrial et le nœud atrioventriculaire, unis par des faisceaux de fibres. Alors, comme nous l'avons vu en introduction, les cellules myocardiques ont une activité contractile spontanée et la dépolarisation peut naître de chaque partie du cœur, mais c'est le centre le plus rapide qui va mener le tempo et imposer le rythme. En pratique, c'est le nœud sinusal. C'est donc de cet endroit que vont partir les principales impulsions cardiaques. Ce système cardionecteur est influencé par les systèmes sympathiques et parasympathiques et va être modulé en fonction des besoins de l'organisme et des stimuli, c'est-à-dire une douleur, une émotion, l'activité physique ou le stress. Le nœud sino-atrial ou le nœud sinusal, découvert par Case et Flack, est situé dans la paroi postérieure de l'atrium droit, dans l'épaisseur du sillon terminal. Nous verrons que toutes les afférences du plexus cardiaque, c'est-à-dire l'innervation extrinsèque, sont connectées à ce nœud dont elles peuvent modifier la fréquence de dépolarisation. Le rythme spontané de dépolarisation du nœud sinusal est de 70 battements par minute. Le deuxième amas est le nœud atrio-ventriculaire, découvert en 1906 par Aschoff et Tavara. Il est situé dans l'épaisseur du septum interatrial, à proximité de la cuspide septale de la valve mitrale et de l'orifice du sinus coronaire. Il occupe le triangle de Koch que nous avons décrit précédemment. Le rythme spontané de dépolarisation est de 30 par minute. On voit donc que le nœud sino-atrial prend le pas sur
la dépolarisation du nœud atrioventriculaire, et cette dépolarisation qui se fait en premier et plus rapidement va se transmettre au nœud atrioventriculaire par différentes voies. Si l'on bloque le nœud sino-atrial, eh bien, le nœud atrioventriculaire va finir, au bout d'un certain temps, par se dépolariser et entraîner les contractions des ventricules. Cependant, cela se fera à un rythme plus faible et avec une contraction ventriculaire déconnectée de celle des atriomes. Alors, il existe des voies de conduction qui vont acheminer la dépolarisation entre ces deux structures. Il s'agit de voies de conduction donc internodales. On décrit un faisceau antérieur qui passe latéralement par rapport à l'orifice de la veine cave supérieure, passe par le toit de l'atrium droit, puis va suivre le septum interatrial et descendre vers le nœud atrioventriculaire. Le faisceau moyen passe en arrière de la veine cave supérieure, passe par le septum interatrial à sa partie moyenne, au-dessus de la fosse ovale, avant de rejoindre le nœud atrioventriculaire. Enfin, le faisceau postérieur, qui suit le sillon terminal, va aussi rejoindre le nœud atrioventriculaire. On comprend donc que la contraction de l'atrium naît du nœud sino-atrial et va se propager jusqu'au nœud atrioventriculaire par ces différentes voies de conduction. Le nœud atrioventriculaire, ainsi stimulé, va propager l'onde de contraction vers les ventricules qui vont donc se contracter après les atriomes. Cela se fait par le faisceau atrioventriculaire, donc constitué de fibres issues du pôle antérieur et inférieur du nœud atrioventriculaire, et ce tronc va se diriger en avant et le long du bord inférieur du septum membraneux interventriculaire. Il se poursuit jusqu'au sommet du septum intermusculaire. Il passe sous l'insertion des cuspides septales et antérieures de la valve atrioventriculaire droite et il va se diviser en deux branches. La branche droite s'incline vers le bas et va pénétrer la trabécule septo-marginale pour se terminer à l'origine du muscle papillaire antérieur de la valve atrioventriculaire droite. On la retrouve ici et elle va bien sûr donner des branches pour les trois muscles papillaires du ventricule droit. La branche gauche du faisceau ventriculaire de His passe en avant du septum membraneux. Nous la retrouvons ici dans cette vue du ventricule gauche et elle va se diriger vers les muscles papillaires antérieurs et postérieurs de la valve atrioventriculaire gauche. On retrouve sur ce schéma les différentes voies nerveuses internodales, les nœuds sinusal et atrioventriculaires, avec les branches du faisceau de His, notamment la droite passant dans le trabécule septomarginal. Alors encore une fois, la dépolarisation cardiaque peut naître de chaque partie du cœur, mais encore une fois, c'est le plus rapide qui mène la danse et impose le rythme, c'est-à-dire le nœud sinusal, ce qui explique que la systole atriale, c'est-à-dire la contraction de l'atrium, précède la systole ventriculaire. À noter qu'il existe parfois des voies atrioventriculaires accessoires pouvant être à l'origine de troubles du rythme. D'autre part, comme nous l'avons vu avec les artères coronaires, la vascularisation de ces différents éléments peut provenir de la coronaire droite ou de la coronaire gauche. On rappelle que le tronc rétroventriculaire gauche va innerver le nœud atrioventriculaire et les artères septales, notamment la deuxième artère septale, naissant de l'artère interventriculaire antérieure, va vasculariser les branches du faisceau de His. L'innervation extrinsèque du cœur provient de fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques qui se relaient dans le plexus cardiaque constitué d'un plexus artériel en avant et sous l'arc aortique et d'un plexus veineux. Alors les fibres parasympathiques naissent du nerf vague qui naît dans le tronc cérébral, dans le noyau cardio-pneumo-entérique et qui va donner un nerf cardiaque supérieur, un nerf cardiaque moyen et un nerf cardiaque inférieur, rejoignant le plexus cardiaque. Les fibres nerveuses sympathiques naissent des centres sympathiques médulaires et vont rejoindre les ganglions de la chaîne latérovertébrale au niveau cervical, en rejoignant le ganglion cervical supérieur, moyen et inférieur, et de là vont naître trois contingents nerveux qui vont rejoindre ce plexus cardiaque. Ces nerfs cardiaques pénètrent dans le thorax en suivant les artères carotides communes ou en passant entre artères et veines subclavières.
Alors, tous ces nerfs vont converger pour former le plexus cardiaque, constitué de différents amas nerveux, un plexus pré- et sous-aortique, ici représenté en transparence, et un plexus veineux en arrière de la veine cave supérieure, encore appelé plexus de Perman. À partir de ces amas ganglionnaires vont naître des fibres nerveuses qui vont aller soit se joindre au nœud sino-atrial pour avoir cet effet modulateur de la fréquence cardiaque, ou bien se poursuivre autour des artères coronaires, ayant ainsi un effet dilatateur ou constricteur. On parle de plexus péri-artère coronaire. Toutes ces fibres sont anastomosées pour former soit un plexus sous-épicardique qui innerve les couches superficielles du myocarde et le péricarde, et un plexus sous-endocardique pour la couche profonde du myocarde et de l'endocarde. Le système sympathique augmente la fréquence de dépolarisation du nœud sinusal en accélérant ainsi la fréquence cardiaque. On parle d'effet chronotrope. Il augmente la force de contraction musculaire, c'est un effet inotrope. Il augmente la vitesse de conduction cardiaque, c'est ce qu'on appelle un effet dromotrope. Et il augmente l'excitabilité des cellules du tissu nodal, c'est ce qu'on appelle un effet bathmotrope. Le système parasympathique a une action contraire. Alors maintenant que les différents éléments anatomiques du cœur, l'innervation et les valves ont été décrites, nous allons pouvoir donner quelques éléments de physiologie du cycle cardiaque. La pompe cardiaque produit un débit pulsatile avec un cycle cardiaque en 4 phases. Commençons par la première phase qui correspond au début de la systole ventriculaire et durant laquelle se produit une contraction isovolumétrique du ventricule, droit ou gauche, c'est-à-dire une contraction n'entraînant pas de modification du volume ventriculaire. À ce stade, l'onde de stimulation myocardique a traversé le nœud atrioventriculaire et se poursuit progressivement dans les ventricules, entraînant leur contraction. Ceci aboutit à une augmentation de la pression intraventriculaire qui, lorsqu'elle va devenir supérieure à la pression intra-atriale, va entraîner une fermeture des valves atrioventriculaires et être à l'origine du premier bruit du cœur ou bruit systolique, TOUM. La contraction ventriculaire se poursuit et va aboutir à la deuxième phase du cycle cardiaque qui est l'éjection systolique. La pression intraventriculaire devient supérieure à la pression dans l'aorte ou dans l'artère pulmonaire et ceci va aboutir à l'ouverture des valves pulmonaires et aortiques avec une expulsion du sang hors des ventricules. Le volume de sang éjecté à chaque contraction ventriculaire est ce que l'on appelle le volume d'éjection systolique. Ce n'est qu'une fraction, c'est la fraction d'éjection du volume contenu dans le ventricule. En moyenne, le volume d'éjection systolique est de 80 ml sur les 120 à 150 ml contenus dans le ventricule. Il existe donc un résidu à la fin de cette phase, on parle de résidu post-systolique ou de volume télésystolique, qui est en quelque sorte un volume de réserve utilisable pour s'adapter à un effort et pouvoir augmenter le VES à la systole suivante. La troisième phase du cycle cardiaque correspond à la relaxation isovolumétrique des ventricules avec décroissance de la pression intraventriculaire. C'est le premier temps de la diastole ventriculaire et c'est durant cette phase que se produit le deuxième bruit du cœur, Ta, qui correspond à la fermeture des valves pulmonaires et aortiques. On a donc une succession de bruits, toum, ta, qui peuvent être entendus lors d'une auscultation cardiaque avec un stéthoscope. Alors, vous allez essayer de prêter l'oreille pour reconnaître ces deux bruits du cœur sur l'auscultation suivante. Il n'y a normalement à l'auscultation pas d'autre bruit que ces deux-là. Si un bruit est entendu, il s'agit en général d'un souffle cardiaque correspondant à une altération de l'une des valves. Enfin, la quatrième phase du cycle est la phase de remplissage ventriculaire. Il existe une phase de remplissage rapide et une phase de remplissage lent. Quand la pression intraventriculaire devient inférieure à la pression atriale, il se produit une ouverture des valves atrioventriculaires et le sang accumulé dans l'atrium passe dans les ventricules.
À la fin de la diastole ventriculaire, le nœud sino-atrial va commencer à décharger, on parle de systole auriculaire, et ceci va entraîner une dépolarisation et une contraction des deux atriums. Le volume ventriculaire en fin de diastole, ou volume télédiastolique, est entre 100 et 150 ml. Alors, essayez d'imaginer, lors de cette vue figée du cœur ouvert, quel est le cycle cardiaque dans lequel on se trouve et quel bruit du cœur vient d'être émis. Alors, l'auscultation cardiaque a pour objectif d'écouter les bruits du cœur, en particulier ceux liés à la fermeture des valves atrioventriculaires, puis des valves aortiques et pulmonaires. Voici sur une cage thoracique la projection de ces différentes valves et leur site d'auscultation. L'orifice d'auscultation aortique et de l'artère pulmonaire se situe dans le deuxième espace intercostal, de part et d'autre du sternum. L'orifice d'auscultation de la valve tricuspide est un peu à gauche du processus xiphoïde et l'orifice mitral s'ausculte dans le cinquième espace intercostal gauche. Je rappelle brièvement la manière de dessiner le thorax. On commence par représenter le rachis avec des vertèbres simplifiées. On rappelle que T6 est à peu près au sommet de la syphose dorsale et L3 au sommet de la lordose lombaire, expliquant l'inversion d'orientation des disques intervertébraux. Le manubrium sternal se projette en regard des vertèbres T3 et T4, si bien que le bord supérieur du sternum est en regard du disque intervertébral entre T2 et T3. Le sternum se poursuit par le corps, puis par le processus xiphoïde, qui est en général en regard de la vertèbre T10. On peut représenter l'ombre du thorax, qui va s'arrêter en général en regard du disque intervertébral L2, L3. On peut ensuite représenter une ligne qui va correspondre à la transition entre le cartilage costal et les côtes proprement dites. À noter que le troisième cartilage costal est en général représenté de manière horizontale, puis légèrement et de plus en plus oblique vers le bas et latéralement. Une fois ce dessin constitué, il est facile de le terminer en représentant le reste des côtes qui présentent un bord supérieur saillant. Et je rappelle que le pédicule neurovasculaire intercostal est au niveau du bord inférieur de la côte. Ce schéma nous est aussi utile pour représenter les coupoles diaphragmatiques, avec une coupole droite qui remonte jusqu'au quatrième espace intercostal. La coupole gauche est un peu plus basse, et on peut compléter ce schéma en représentant en bleu la zone de projection de la plèvre pariétale. Les deux dernières côtes sont flottantes. Lorsqu'on la représente sur un rachis, on les termine en général à l'aplomb de l'épine iliaque antérieure et supérieure, celle-ci se projetant à peu près sur une même ligne horizontale passant par le promontoire. Le détroit supérieur a une forme de cœur de carte à jouer. Le milieu de ce cœur va correspondre à la projection du bord supérieur de l'acétabulum et de l'épine iliaque antérieure-inférieure, et on peut ainsi représenter le reste du bassin osseux. La propagation de la dépolarisation du cœur correspond à une activité électrique que l'on peut étudier à l'aide d'un électrocardiogramme en plaçant des électrodes sur différents points du thorax qui seront décrites avec le cours de cardiologie correspondant. Mais on peut déjà s'intéresser à cet aspect caractéristique d'ondes P, Q, R, S et T qui correspondent chacune à un événement du cycle cardiaque. On voit sur cet électrocardiogramme la succession de complexes typiques PQRST, ainsi de suite, correspondant chacun à un cycle cardiaque. L'onde P correspond à la dépolarisation lors de la contraction des atriums. L'intervalle PR est le temps nécessaire à la transmission de l'influx électrique du nœud sinusal des atriums au ventricule. Le complexe QRS correspond à la dépolarisation et à la contraction des ventricules. L'intervalle QT correspond à la repolarisation ventriculaire globale et l'onde T correspond à la fin de la repolarisation ventriculaire. Alors, voici quelques exemples typiques d'électrocardiogrammes anormaux
On a ici une fibrillation auriculaire correspondant à une perte de l'activité du nœud sinusal. Contrairement à un électrocardiogramme normal, on voit qu'il n'y a pas d'onde P vraiment efficace. Par conséquent, la contraction des ventricules, ou l'onde QRS, survient de manière désordonnée et non régulière. Vous avez ici le cas d'une fibrillation ventriculaire d'extrême gravité, puisque vous voyez que les contractions ventriculaires sont totalement anarchiques et donc inefficaces. Ceci aboutit au décès en l'absence d'électrochoc. Voyons maintenant quelques exercices. Je vous demande d'essayer de reconnaître le nom des structures fléchées sur cette radiographie et sur cette dissection. Voici une radiographie de thorax d'un patient présentant une pathologie cardiaque. Que pensez-vous de l'aspect du cœur? Et d'autre part, vous voyez que le patient est porteur d'un pacemaker pour traitement des troubles du rythme cardiaque. Il s'agit d'une pile de stimulation qui est placée sous la peau, dans la région pectorale, et d'où vont partir deux électrodes. Ces électrodes vont être logées dans les cavités cardiaques, l'une allant dans le ventricule droit, proche de l'apex, et l'autre dans l'atrium droit. Alors, essayez de déterminer sur cette radiographie le trajet, c'est-à-dire le nom des vaisseaux empruntés par ces électrodes, et d'après vous, par quelle veine les électrodes ont-elles été introduites? Sur cette radiographie, vous allez essayer de décrire les anomalies présentes, et nous en rediscuterons lors du cours. Vous allez maintenant avoir à votre disposition une série de coupes allant de la droite vers la gauche. Il s'agit donc de coupes dans un plan sagittal ou parasagittal que vous allez pouvoir regarder à plus fort grossissement pour essayer de reconnaître les principaux vaisseaux du médiastin. Les coupes vont se poursuivre depuis la droite jusqu'à la gauche. Ce que je vous demande au travers de ces différentes coupes est de déterminer l'endroit où seraient placés les différents éléments d'un pacemaker tels que nous venons de les décrire. Il est important pour analyser ces coupes d'avoir une vision dynamique de la chose. C'est-à-dire que si par exemple vous vous demandez ce qu'est ce vaisseau ici, eh bien ce n'est pas une image qui va vous l'indiquer, mais le suivi de cette structure sur les différentes coupes. Par exemple, cette structure que nous allons retrouver ici va ensuite se jeter dans un gros vaisseau qui lui-même se jette dans le cœur. Vous voyez que ce gros vaisseau ici, qui se jette dans la cavité cardiaque, reçoit un autre gros vaisseau qui traverse le foie. Et donc, ceci doit vous permettre, par déduction, de définir ce qu'est ce vaisseau. Si on le poursuit ensuite vers la gauche, vous voyez que ce gros vaisseau reçoit un autre gros vaisseau qui provient du cou, et va lui-même se poursuivre avec un vaisseau, ici, qui va aller probablement, on peut l'imaginer, vers le membre supérieur. Voilà, c'est donc ici probablement la veine cave supérieure. Il faut essayer de faire le même exercice avec les différents vaisseaux pour essayer de retrouver le trajet emprunté par les différentes électrodes du pacemaker. Nous allons maintenant terminer ce cours sur l'appareil cardiovasculaire en décrivant les principales artères et veines des membres et du tronc. Le sang artériel éjecté dans l'aorte, ou circulation systémique, va se distribuer aux artères coronaires et aux artères qui apportent l'oxygène et les nutriments aux cellules. Nous allons commencer par décrire l'aorte et sa terminaison. L'aorte présente plusieurs portions. Premièrement, l'aorte ascendante. Elle est oblique en haut et à droite. Vous avez ici une image de synthèse et ici quelques exemples d'artériographie montrant les différents segments de l'aorte. L'aorte ascendante présente à son origine 3 dilatations en regard des valvules semi-lunaires que l'on appelle les sinus aortiques. C'est dans les sinus antéro-droit et antéro-gauche que naissent les 2 artères coronaires. La terminaison de l'aorte ascendante se fait à peu près en regard de la première articulation chondrosternale gauche et va se poursuivre par l'arc ou la crosse de l'aorte qui est sa portion horizontale. Elle est dirigée vers l'arrière et la gauche et se projette en regard de la vertèbre thoracique TH4.
Elle se poursuit par l'aorte thoracique descendante, le long de la colonne vertébrale, et elle va traverser le diaphragme en regard de la vertèbre TH12. Elle se poursuit alors avec l'aorte abdominale, dans la région rétro-péritonéale médiane, et elle va donner des vaisseaux rétro-péritonéaux et intra-péritonéaux, notamment ceux naissant de la face antérieure de l'aorte. Ces vaisseaux intra-péritonéaux vont vasculariser le tube digestif après avoir pénétré les mésos. La terminaison de l'aorte abdominale se fait en général en regard de la quatrième vertèbre lombaire, et ceci correspond aussi à la projection de l'ombilic. Cette terminaison se fait en deux artères iliaques communes, droite et gauche, et une artère sacrale médiane qui est inconstante. Alors, quelles sont les branches de l'aorte thoracique? Eh bien, premièrement, nous l'avons dit, les artères coronaires. Ensuite, l'aorte va donner naissance au tronc artériel brachiocéphalique qui naît à la jonction entre l'aorte ascendante et l'arc aortique. Le tronc artériel brachiocéphalique va donner l'artère carotide commune et l'artère subclavière droite. Non représentée ici est l'artère thyroïdienne inférieure qui naît de l'arc aortique. Ensuite, au sommet de sa courbure, l'arc aortique va donner naissance à l'artère carotide commune gauche. Puis, nous avons l'artère subclavière gauche, qui naît en arrière de l'artère carotide commune gauche. L'aorte thoracique descendante va donner ensuite des artères bronchiques et ésophagiennes et des artères intercostales postérieures pour les 8 à 9 derniers espaces intercostaux. A noter que la vascularisation des 3 premiers espaces intercostaux provient en général de branches naissant de l'artère subclavière. Ces artères intercostales postérieures vont s'anastomoser avec des artères intercostales antérieures provenant de l'artère thoracique interne, elle-même étant une branche de chaque côté de l'artère subclavière. Les artères carotides communes vont donner une artère carotide interne destinée au cerveau et à l'œil et une artère carotide externe, non représentée ici, pour la face. Les artères subclavières vascularisent le membre supérieur et le cerveau par l'intermédiaire de l'artère vertébrale qui va former le polygone de Willis avec les artères carotides internes. Il existe donc 4 troncs vasculaires vascularisant l'encéphale, 2 de chaque côté, les artères carotides communes puis carotides primitives, et les 2 artères vertébrales naissant des artères subclavières. L'aorte abdominale va donner des branches pariétales, principalement les artères lombaires, au nombre de 5, et une artère phrénique ou diaphragmatique inférieure. Elle donne aussi des branches viscérales, impaires et médianes, qui sont les artères digestives. Il y en a 3, elles passent par les mésos péritonéaux, comme nous le verrons dans le cours sur l'appareil digestif. Il s'agit du tronc cœliaque, en regard de la vertèbre T12, de l'artère mésentérique supérieure, en regard du disque intervertébral T12L1, et l'artère mésentérique inférieure, plus petite, en regard de la vertèbre L3. L'aorte abdominale donne aussi des branches paires et latérales au nombre de 6, qui naissent donc de sa face latérale. Il y a les artères suprarénales moyennes, les artères rénales volumineuses et les artères génitales, c'est-à-dire ovairiques ou testiculaires. L'artère rénale étant en général en regard de la vertèbre L1 et l'artère génitale en regard des vertèbres L1 et pouvant descendre jusqu'à la vertèbre L3. Les branches terminales de l'aorte abdominale sont l'artère sacrale médiane et l'artère iliaque commune à droite et à gauche qui va se terminer en dedans de l'articulation sacro-iliaque et va se diviser en une artère iliaque externe et une artère iliaque interne. L'artère iliaque externe est à destinée du membre inférieur et participe aussi à la vascularisation de la paroi abdominale, notamment par l'artère circonflexe iliaque profonde et l'artère épigastrique inférieure. Elle longe le bord interne du muscle psoas, passe en avant de l'articulation coxofémorale, en dessous du ligament inguinal, dont elle croise le milieu, et elle va se poursuivre avec l'artère fémorale. L'artère iliaque interne est l'artère des organes pelviens, des organes génitaux et des parois du bassin. Elle naît en arrière et à angle aigu avec l'artère iliaque externe.
Elle descend en avant de l'aile sacrale pour se ramifier dans le pelvis. Vous voyez ici sur cette radiographie les différents segments de l'aorte thoracique avec l'aorte ascendante. Vous notez qu'on a introduit un cathéter dans l'aorte. En général, on ponctionne l'artère iliaque externe et on peut ainsi remonter ce cathéter à contre-courant jusque dans l'aorte et injecter du produit contraste permettant de voir ces vaisseaux. Vous devez être capable de reconnaître le tronc artériel brachiocéphalique donnant l'artère subclavière droite et l'artère carotide commune droite, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. Nous l'avons vu ici, une artère coronaire. On peut imaginer que ce cathéter peut être introduit dans une artère coronaire et l'injection de produit contraste va permettre de voir cette artère. On reconnaît l'aspect en cadre tout à fait caractéristique d'une artère coronaire droite. Voici une artériographie de l'aorte abdominale montrant les deux artères rénales. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas deux artères rénales du côté gauche. L'aorte abdominale se poursuit avec les deux artères iliaques communes, l'artère iliaque interne et les deux artères iliaques externes. Voici rassemblés sur une même planche différents schémas fondamentaux à connaître montrant les différentes parties de l'aorte thoracique et abdominale avec des coupes correspondantes au niveau thoracique et au niveau abdominal. Une vue de face du médiastin, une vue latérale et une vue postérieure, et une vue antérieure de la région rétro-péritonéale. Ces dessins sont à connaître. Voyons maintenant les principales artères du membre supérieur. L'artère axillaire est l'artère principale de la région axillaire. Elle fait suite à l'artère subclavière au bord inférieur de la clavicule. Elle passe sous le milieu de la clavicule. L'artère axillaire va se poursuivre par l'artère brachiale en dessous du bord inférieur du muscle petit pectoral, ici schématisé en orange. On rappelle que l'artère axillaire chemine entre les éléments du plexus brachial. La projection de l'artère axillaire et de l'artère brachiale se fait suivant une ligne allant du milieu de la clavicule au milieu du pli du coude. On a représenté sur ce schéma les principaux repères osseux avec une longueur de l'humérus à peu près équivalente à une longueur comprenant les os de l'avant-bras, radius et ulna, ainsi que les os du carpe. L'artère brachiale est l'artère principale du bras. Elle fait suite à l'artère axillaire et se termine environ 3 cm en dessous du pli du coude par l'artère radiale et l'artère ulnaire. Elle se trouve dans la région antérieure et médiale du bras. Son trajet est rectiligne. Elle traverse le sillon bicipital médial et s'incline latéralement jusqu'à la région antérieure du coude. C'est à cet endroit que la tension artérielle est prise. L'artère radiale est l'une des deux artères principales de l'avant-bras. Sa terminaison se fait au niveau de la paume de la main en formant une arcade palmaire. Sa projection se fait suivant une ligne allant du milieu du pli du coude jusqu'à la gouttière du pouls. Elle donne le pouls radial dans la gouttière du pouls, limité par les tendons des muscles brachio-radial et fléchisseur radial du carpe. L'artère ulnaire est l'une des deux artères principales de l'avant-bras. C'est une branche de division de l'artère brachiale. Elle se termine à la paume de la main en formant l'origine médiale de l'arcade palmaire superficielle et elle se projette donc sur une ligne allant de l'épicondyle médial jusqu'à l'os pisiforme. Il existe un système d'arcades palmaires superficielles et profondes qui vont anastomoser l'artère radiale et l'artère ulnaire, et de ces arcades vont partir des artères qui vont aller vasculariser la paume de la main et les doigts. Voyons maintenant les principales artères du membre inférieur. L'artère la plus importante est l'artère fémorale qui fait suite à l'artère iliaque externe sous le ligament inguinal. Le ligament inguinal va définir avec le muscle sartorius et le muscle long abducteur un trigone fémoral dans lequel se trouve le véritable île du membre inférieur avec l'artère, la veine fémorale et le nerf fémoral. On peut palper l'artère fémorale
sur une ligne virtuelle allant de l'épine iliaque antéro-supérieure au bord supérieur du pubis ou l'épine du pubis. À peu près en regard du milieu se trouve l'artère fémorale et nous verrons ensuite que la veine fémorale est en dedans. L'artère fémorale peut donc être palpée à ce niveau, on parle du pouls fémoral. On peut ainsi aborder l'artère fémorale et, comme nous l'avons vu précédemment, y mettre un cathéter pouvant éventuellement remonter jusqu'aux artères coronaires. Le cathéter remonterait ainsi à contre-courant dans l'artère iliaque externe, l'artère iliaque commune, l'aorte abdominale, l'aorte thoracique et éventuellement même les cavités cardiaques. Gauche. L'artère fémorale va se poursuivre jusque en dedans du muscle grand adducteur où elle va passer en arrière de la cuisse et nous allons la retrouver sur cette vue postérieure dans le creux poplité où elle se poursuit avec l'artère poplitée. Cette artère fémorale contourne donc la face interne de la cuisse et devient l'artère poplitée après avoir passé le hiatus du grand adducteur. L'artère profonde de la cuisse va former des arcades artérielles que l'on nomme les artères perforantes. Ces artères vascularisent les muscles de la cuisse. Il existe des branches artérielles de l'artère fémorale qui vont vasculariser la paroi abdominale superficielle et une partie de la paroi du périnée. Il s'agit des artères circonflexes iliaques superficielles, épigastriques superficielles et des artères punadales externes, supérieures et inférieures. Il existe de nombreuses anastomoses de cette artère fémorale avec notamment l'artère obturatrice, branche de l'artère iliaque interne, et des artères fessières non représentées sur ce schéma, elles-mêmes aussi branche de l'artère iliaque interne. On voit que l'artère fémorale va donner l'artère profonde de la cuisse et une artère circonflexe qui va entourer l'extrémité supérieure du fémur pour vasculariser notamment le col et la tête fémorale. L'artère poplitée fait donc suite à l'artère fémorale, comme on le voit sur cette vue de profil. C'est l'artère de la jambe et du pied. On peut la palper dans le creux poplité. Elle donne des branches articulaires pour le genou et se termine en une artère tibiale antérieure qui vascularise la loge antérieure de la jambe et se termine au niveau du dos du pied en artère dorsale du pied qui peut être palpée, c'est le pouls pédieux. La deuxième branche terminale de l'artère poplitée est le tronc tibio-fibulaire qui vascularise les muscles de la loge postérieure de la jambe. Le tronc tibio-fibulaire va donner l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure que l'on voit ici à la face interne de la cheville. On peut la palper en arrière de la malléole interne. C'est le pouls tibial postérieur et l'artère tibiale postérieure va se terminer à la plante du pied par les artères plantaires, médiales et latérales. Il existe donc des zones de palpation des différentes artères du membre inférieur qu'il est important de connaître car il s'agit d'une part de zones d'abord des vaisseaux de l'organisme, mais aussi de méthodes d'exploration clinique pour mettre en évidence le niveau d'une obstruction artérielle, par exemple liée à une artérosclérose. Si l'artère fémorale est obstruée à mi-hauteur de la cuisse, le pouls fémoral pourra être perçu, mais pas le pouls poplité où celui-ci sera fortement diminué. Cette planche va nous permettre de voir les principales veines du tronc et des membres. Sur ce schéma, le cœur a été enlevé et on a représenté la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. La veine cave supérieure draine la partie supérieure du corps, la tête, le cou et le membre supérieur. Elle provient de la réunion du tronc veineux brachiocéphalique droit et du tronc veineux brachiocéphalique gauche. Chaque tronc veineux brachiocéphalique étant lui-même la réunion d'une veine subclavière et d'une veine jugulaire interne. Celle-ci va recevoir une veine jugulaire externe et une veine jugulaire antérieure. La veine subclavière reçoit de chaque côté une veine céphalique qui est une veine de drainage de la partie superficielle du membre supérieur que nous décrirons tout à l'heure. La veine cave inférieure reçoit le sang veineux de la partie sous-diaphragmatique du corps. Elle provient de la réunion de la veine iliaque commune, droite et gauche, celle-ci provenant elle-même de la réunion
d'une veine iliaque externe et d'une veine iliaque interne. La veine iliaque externe draine le membre inférieur et la veine iliaque interne draine la région du pelvis et des organes génitaux. La veine cave inférieure présente un premier segment sous les veines rénales qui reçoit notamment les veines lombales ou lombaires, celle-ci s'abouchant à la face postérieure de la veine cave inférieure. Elle reçoit ensuite les deux volumineuses veines rénales. Les veines gonadiques s'abouchent à droite dans la veine cave inférieure et à gauche dans la veine rénale. La veine rénale gauche reçoit la veine suprarénale gauche, alors que la veine suprarénale droite se jette dans la veine cave inférieure. La veine cave inférieure va aussi recevoir les trois veines hépatiques qui drainent le foie. La majeure partie du sang issu du tube digestif intra-abdominal revient au foie par la veine porte qui apporte au foie à peu près 70% de sa vascularisation. On a donc là un système un peu particulier où une veine, la veine porte, amène le sang à un organe, le foie. Le foie va ainsi métaboliser la majeure partie du sang veineux issu du tube digestif. Les veines hépatiques vont donc ensuite rejoindre la veine cave inférieure qui va traverser le diaphragme pour se terminer dans l'atrium droit. Il existe un système qu'on appelle le système azygos qui relie en quelque sorte les deux veines caves qui constituent un système d'anastomose entre ces deux veines caves et qui va surtout drainer des veines de la paroi, en particulier les veines intercostales. La veine azygos ou grande veine azygos est située du côté droit, elle forme une crosse qui va se terminer dans la veine cave supérieure. On voit qu'elle prend ses origines de veine intercostale, mais aussi de la veine cave inférieure elle-même, du côté droit, de la veine rénale, du côté gauche. Du côté gauche, il existe des veines hémiazygos qui, après avoir reçu les veines intercostales postérieures, vont croiser la ligne médiane pour se jeter dans la grande veine ou la veine azygos. Alors, regardons maintenant le membre supérieur. Le lien entre ces deux schémas va être la veine subclavière droite et la veine céphalique. Nous avons ici représenté, pour simplifier, les veines superficielles, donc visibles sous la peau, du membre supérieur. Il est important de connaître ces veines car il s'agit du site de prélèvement privilégié pour les prélèvements sanguins. Il existe principalement deux veines, la veine céphalique qui va donc se jeter en profondeur dans la veine subclavière droite ou gauche. Cette veine céphalique est parallèle au biceps brachial, puis va se loger dans le sillon deltopectoral. On voit qu'elle est assez longue et elle va recevoir une veine médiane céphalique qui va s'anastomoser avec une veine médiane basilique. Cette veine basilique est l'autre veine importante des tissus superficiels du bras et de l'avant-bras. À mi-hauteur du bras, elle va plonger en profondeur pour rejoindre le réseau veineux profond. Nous ne décrirons ici que le réseau superficiel, dans la mesure où il faut en connaître les principales veines du fait de leur utilisation fréquente. On note aussi la présence d'une veine médiane du coude qui, vous le voyez, avec les veines basiliques, va former une sorte de structure en forme de M qui reçoit d'autre part une veine communicante qui vient se joindre à ce réseau veineux superficiel. Alors, à noter que cette veine communicante est non valvée, si bien que lorsque l'on contracte les muscles de l'avant-bras, lorsque l'on serre plusieurs fois la main, eh bien, cela va faire, et qu'en plus on rajoute un garrot sur le bras, eh bien, cela va faire venir du sang du réseau profond au réseau superficiel et gonfler ce M en avant du coude de manière à faciliter le prélèvement. Regardons maintenant brièvement les veines superficielles du membre inférieur. Alors, on rappelle le trigone fémoral avec ses limites déjà décrites. L'artère fémorale et en dedans, eh bien, c'est la veine fémorale. Cette veine reçoit une grosse veine superficielle, la grande veine saphène, qui va se trouver à la face médiale de la cuisse et de la jambe, va s'anastomoser avec une petite veine saphène pour former un cercle veineux.
Alors retenez la disposition de ces vaisseaux, car comme nous l'avons déjà évoqué, on peut insérer à ce niveau un cathéter permettant d'explorer l'arbre artériel. On peut aussi être amené à prélever du sang dans la veine fémorale, et pour cela, il faut connaître ses rapports avec l'artère fémorale. Vous vous souvenez qu'on peut palper le pouls fémoral dans le trigone fémoral. Il n'y a pas de pouls palpable au niveau de la veine. Cependant, si vous vous rappelez de ce rapport, eh bien, on peut imaginer que pour prélever du sang veineux dans la veine fémorale, si par exemple les veines du membre supérieur ne sont pas accessibles ou de mauvaise qualité, ou bien si l'on cherche à mettre un cathéter cette fois-ci dans la veine cave inférieure, eh bien, on va pouvoir ponctionner en dedans de l'artère fémorale palpable. Par conséquent, on commence par palper le pouls, puis on va introduire une aiguille en dedans jusqu'à prélever du sang veineux et éventuellement y introduire un cathéter. Ceci est donc une zone extrêmement utilisée en pathologie cardiovasculaire.